15 h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Les services d'urgence des hôpitaux renforcés lors d'une cérémonie aujourd'hui présidée par le président de la République. Et au moins 15 morts dans une collision ferroviaire en Égypte. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Dans le cadre du programme de renforcement des secours médicaux et des équipes mobiles, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin une cérémonie de remise des véhicules qui s'est déroulée au perron du Palais du Peuple. Pour nous en dire plus, Choukri Ali, bonjour. Bonjour Ahmed. Alors, comment s'est déroulée cette cérémonie? Le président de la République est arrivé ce matin au palais, à l'esplanade du Palais du Peuple, donc pour assister, Ahmed, pour assister à une cérémonie de remise des véhicules qui s'est donc déroulée au perron du Palais du Peuple. Le président, à son arrivée, a été accueilli par le Premier ministre Abdelghadr Kamil Mohamed, le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Youssouf, le ministre de la Santé Dr Jama Elmi Okié, le ministre des Transports et de l'Équipement Mohamed Abdelghadr Moussa Helem. Le chef de l'État a par la suite effectué un passage en revue de la soixantaine d'ambulances, des véhicules 4x4 de transport médicalisé flambant neufs qui étaient exposés donc à l'esplanade du Palais du Peuple. Le ministre de la Santé, Dr Jama Al-Okié, a profité de cette occasion pour présenter les équipes du SMUR qui vont donc bénéficier de ces véhicules et pour expliquer la portée des objectifs visés par la réforme engagée en matière de renforcement des capacités des parcs roulants médicalisés. En effet, Ahmed, ce programme national de renouvellement des parcs roulants médicalisés constitue un cap décisif tant dans le rehaussement qualitatif que quantitatif de la chaîne de prise en charge médicale que dans les hôpitaux. Donc, les soixantaines de véhicules médicalisés flambant neufs sont destinés au renforcement des activités du SMUR et des équipes mobiles dans les régions de l'intérieur, mais aussi pour améliorer le transport des patients dans nos hôpitaux de référence tels que l'hôpital général Pelletier, l'hôpital Cheikh de Balbala ou encore la maternité d'Al Hanan ou en plus le centre antituberculeux Dr Chekib Ahmed. Merci Choukri pour toutes ces précisions. Et par la suite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli par une aide d'honneur donc formée par un parterre de personnalités, des médecins et hauts cadres de la santé dans le cadre donc de la cérémonie de collecte de sang organisée par le ministère de la Santé. Cette cérémonie de collecte de sang donc s'est déroulée dans le hall du Palais du Peuple où l'équipe du Centre national de transfusion sanguine avait installé une dizaine de fauteuils pour recueillir les poches de sang. Le chef de l'État donc a encouragé les différents donateurs qui ont fait œuvre de don de soi. Il s'agissait principalement des cadres du ministère de la Santé et une trentaine de membres de garde républicaine ont tour à tour donc offert leur sang au cours de cette journée. À son tour donc le président de la République a été consulté en vue de prendre place sur le fauteuil de prélèvement pour montrer la voie. Et au cours de la journée de don de sang, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a regagné donc la salle de prélèvement sanguine pour offrir son sang afin de montrer la voie en s'acquittant de son devoir citoyen et patriotique de don de soi et de sang au profit des nécessiteux dans nos hôpitaux. Le président Ismaël Omar Guelleh est accompagné par le Premier ministre Abdelghadr Kamil Mohamed, ont tous les deux donc offert leur sang dans le cadre de cette journée de collecte de sang. À noter la présence du ministre de la Santé, Dr
Jama Elmi Okiye, du ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf et le ministre des Transports et de l'équipement Mohamed Abdelkader Moussa. Enfin, la participation du chef de l'État à cette journée de don de sang constitue un signal fort qui est marqué d'altruisme, de générosité et d'humanisme et qui rappelle tout en chacun l'importance et l'extrême nécessité que revêt le don de sang pour alléger les souffrances dans nos hôpitaux. Et les membres du gouvernement présents lors de cette cérémonie ont également fait œuvre de don de leur sang, à l'image du ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf et du ministre des Transports et des Équipements Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Et les ministres donateurs ont lancé de vive voix un appel à la communauté pour un engouement populaire autour de la collecte de sang. Je remercie d'abord le ministre de Santé qui nous a fait appel et qui nous a invités à faire un don de sang. Il faut savoir que le don de sang est très important et bénéfique pour le donateur ainsi que pour le bénéficiaire. Le président de la République a fait aussi don de sang. Le Premier ministre ainsi que le ministre des Affaires étrangères, le ministre de Santé ainsi que moi-même, nous avons fait aujourd'hui cette donation. Le ministère de Santé a fait un travail remarquable que nous saluons tous. Dans l'actualité, une réunion visant à remettre aux responsables du département des affaires étrangères la fiche dans laquelle ils doivent indiquer leur patrimoine a eu lieu ce matin à la grande salle de réunion du ministère. Le secrétaire général des affaires étrangères Mohamed Hassan et le directeur du contrôle du patrimoine Hamza Abdi ont dirigé les travaux de la rencontre. Tous les responsables qui gèrent des deniers publics doivent faire connaître à la Commission nationale de lutte contre la corruption ce qu'ils possèdent afin d'éviter les enrichissements illicites. La Commission nationale de lutte contre la corruption a pu se rendre jusque-là dans 11 ministères. Le directeur de contrôle du patrimoine, Hamza Abdi, a remercié l'ensemble des hauts cadres du département des affaires étrangères pour leur disponibilité. Et sous le patronage de l'ambassadeur saoudien à Djibouti, Abdelaziz Ben Abdallah Al-Daoud, l'Institut islamique à Djibouti a organisé ce jeudi une conférence débat sur l'approche de l'Arabie saoudite, l'unification de la nation islamique et l'avertissement de la division et des différences selon la méthode jusqu'au milieu en islam. La cérémonie inaugurée de cette conférence, donc débat à première du genre à Djibouti, a vu la participation du corps diplomatique des pays arabes, du directeur de l'Institut islamique à Djibouti, Ater Ben Suleiman, ont assisté aussi le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, mais aussi plusieurs ulama et leadership religieux à Djibouti. Cette initiative donc s'inscrit dans le cadre des autorités permanentes de l'Institut diplomatique pour montrer les efforts entrepris par l'Arabie saoudite pour servir la nation islamique. Au cours de cette conférence, les animateurs ont présenté largement le rôle indéfectible sur la justification de la nation islamique et l'avertissement de la division et des différences selon la méthode du juste milieu islamique. Et l'ambassadeur de l'Arabie saoudite à Djibouti donc a prononcé un discours dans lequel il a affirmé donc l'importance que revêt cette conférence débat pour passer des efforts de son pays qui peut soutenir la justice du monde musulman. Il a salué la République de Djibouti pour toutes ses facilitations à l'égard de l'Institut islamique de Djibouti. La 64e session de la réunion des experts de la CJSOI s'est clôturée hier au Sheraton Hotel de Djibouti. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, qui est également le directeur de ces 11e Jeux. Mais avant, le directeur des Jeux a présenté des experts et des DTN de différentes fédérations djiboutiennes des disciplines retenues pour les Jeux. Un reportage donc sur les infrastructures devant accueillir ces Jeux. En effet, les disciplines retenues
intéressant pour le sport, l'athlétisme, le football, le handball, la pétanque, la tennis de table, et pour la jeunesse, assemblée des jeunes, théâtre, danse avec musique. Pour les disciplines sportives, le tirage au sort a été effectué donc devant les experts afin de garantir une totale transparence. Enfin, dans son discours de clôture, Mohamed Ahmed Farah a remercié l'ensemble des participants, que sa mission de directeur des Jeux l'obligeait à fournir davantage d'efforts pour la réussite de cette réunion ainsi que des Jeux. Pour la préparation du jeu de la CGSOI. Nous remercions d'abord le pays qui nous a accueillis, Djibouti, pour l'hospitalité et l'accueil, et surtout pour l'amitié que nous partageons entre nos îles. Nous reconnaissons tout l'effort que vous avez ménagé pour assurer que le jeu se passe bien. Il y a encore très peu de temps qui nous reste, et pour les travaux finaux qui restent à faire pour assurer que nos jeunes soient en très bonne main et que tout se passe très bien. C'est du boulot, c'est pour nos jeunes, c'est pour l'avenir de nos îles. Alors, ensemble, que nous arrivons à délivrer et à assurer que nos jeunes soient mieux préparés pour leur avenir. Et dans son discours de clôture, le secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Mohamed Ahmed Farah, a remercié l'ensemble des participants. Sa mission directeur des Jeux l'obligeait donc à fournir davantage d'efforts pour la réussite de ces Jeux. On l'écoute. Des pays de la CGSI, nous venons d'assister à la dernière partie de notre programme, qui était le tirage au sort des deux disciplines, à savoir le handball et le football. Je voudrais profiter de cette occasion pour déjà souhaiter bonne chance à tout le monde. J'ai vu qu'il y a eu de la transparence, un tirage au sort. Je pense que tout le monde a pu apprécier l'organisation et la transparence de ce tirage. Le but n'était pas forcément un but sportif, mais c'était surtout ce rassemblement des jeunes de nos différents pays et ce partage. Pour moi, ça a été un honneur d'être parmi vous, d'avoir participé à cette session. En tant que directeur des Jeux, nous revient la lourde tâche de peaufiner tout ça et de vous transmettre le plus rapidement possible pour que, à votre tour dans vos pays, vous puissiez prendre toutes les dispositions et vous préparer à l'arrivée chez nous dans les meilleures conditions, je l'espère. Nous attendons en tout cas une participation record, comme il a été annoncé, de tous ces pays. Et je vous souhaite déjà un bon retour chez vous. Et je déclare clos au nom des experts de la CGSI. Et à l'issue de la cérémonie de clôture, notre équipe a également pu recueillir les impressions des experts. La 63e session de la réunion des experts qui s'est tenue à Djibouti s'était bien passée et s'est tenue dans les meilleures conditions. Une hospitalité très agréable et bienveillante de la part de l'équipe dirigée par le directeur des Jeux en la personne de M. Mao. Tous les experts venant de ce pays sont présents à part les Comores. On a pu débattre pendant les réunions toutes les questions, aspects généraux et aspects techniques également. On a soulevé tout ce qui a été souci, tout ce qui a été point et qui n'était pas encore clair, mais l'équipe a assuré que les Jeux qui vont se dérouler ici à Djibouti du 20 au 28 mois d'avril prochain vont être un jeu de référence également, comme on l'espère tous. Et nous espérons qu'à la venue de la date des Jeux, toutes les délégations sont présentes avec une forte délégation. Si je ne parle que Madagascar, sera 125 personnes qui participeront aux prochains Jeux des Jeux de la CGS.
Et enfin, pour clore l'actualité nationale, nous nous rendons donc à Samo, localité située à quelques 25 km d'Ali-Sabié, où les éleveurs cessaient à l'agropastoralisme. La rudesse de la vie, le manque d'eau et de pâturage dû au changement climatique les oblige à apprendre le travail de la terre pour en tirer profit. Sur ce coin de terre, la sécheresse endémique a transformé les nomades en agriculteurs. Les hommes, tout autant que les femmes, tous travaillent dans les champs. En quelques années, ces nouveaux agriculteurs ont su améliorer leur productivité en maîtrisant les notions de base sur comment utiliser les semences pour fertiliser la terre, comment retourner la terre et l'arroser. Les périmètres agricoles ou champs se sont multipliés à la lisière de l'oued d'Assamo. Dans cette localité, les anciens nomades associent désormais l'élevage à l'agriculture vivrière. 90% des habitants de la localité ont compris qu'il fallait s'adapter et ne plus compter seulement sur le cheptel. Des espaces cultivés apparaissent parfois dans les cours de maison. Les habitants d'Assamo cultivent une variété de produits vivriers, patates, tomates, concombres, choux, salades, tout ce qui est agréable à manger et nourrissant. Chaque récolte est accueillie dans l'allégresse générale. Safia Ahmed a ainsi donc indiqué qu'elle a hérité avec ses 3 frères de 3 parcelles de terre dont les produits suffisent à nourrir 5 familles et le reste est vendu. Selon elle, les bénéfices ont été importants l'année dernière. On a gagné près de 3 millions l'année dernière des récoltes tirées de ces 3 parcelles dont les tomates, les melons et les goyaves. Grâce à cela, nous parvenons à payer les études des enfants dont certains sont allés à l'université. Selon Moussa Sougé Amir, les goyaves, les melons et les tomates sont les produits phares d'Assamo. J'ai plus de 1000 arbres au total de différentes espèces. La goyave est le fruit qu'on produit le plus. J'ai récolté jusqu'à 1000 kg par mois et des fois, un seul arbre pourrait produire plus de 200 kg de goyave par mois, dit-il. Même s'il s'agit de l'agriculture traditionnelle sans recours à des machines ou engins lourds, les agriculteurs d'Assamo ont introduit des techniques innovantes, dont l'irrigation par goutte à goutte. Cette méthode d'irrigation dite goutte à goutte nous permet d'économiser l'eau et de gagner du temps, surtout, a-t-il infirmé. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Ali Abdillahi. Bonjour Ali. Bonjour Ahmad. Alors, en Égypte, Ali, 15 personnes au moins ont trouvé la mort dans la collision d'un train de marchandises et d'un train transportant des voyageurs. Ce genre de grave accident se produit souvent dans ce grand pays. Eh bien, au moins 15 personnes ont été tuées et une dizaine d'autres blessées dans une collision de 2 trains. C'est ce qu'a indiqué hier le ministère de la Santé égyptien. Cela s'est produit à Al-Baria, dans le nord de l'Égypte. Un train de marchandises et un train de passagers sont entrés en collision. Une trentaine d'ambulances ont été immédiatement dépêchées sur le lieu de l'accident. Les morts et les blessés ont été transportés vers les hôpitaux proches. Ce genre d'accident, Ahmad, est fréquent en Égypte en raison de la vétusté du matériel roulant et du réseau ferroviaire. Cet accident intervient quelques mois après qu'une collision entre 2 trains près d'Alexandrie ait fait 41 morts au mois d'août. Et enfin, Ali, donc, s'agissant de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, la première ministre britannique Theresa May a fustigé le projet de Bruxelles de garder l'Irlande du Nord dans l'Union. Effectivement, la première ministre britannique a averti hier qu'elle n'accepterait pas un accord remettant en cause ce qu'elle appelle l'intégrité constitutionnelle de son pays. La Commission européenne a proposé en effet un alignement de l'Irlande du Nord sur l'Irlande et donc son maintien dans l'Union douanière européenne. Devant la chambre basse du Parlement, la première ministre britannique a juré ses grands dieux que jamais elle ne laisserait une frontière commerciale se dresser entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Theresa May présentera vendredi sa vision de ce devrait être le partenariat entre son pays et l'UE après le Brexit. Malgré ces annonces en série, la négociation, Ahmad, n'en finit plus de faire du surplace. Merci Ali, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.